La voiture du millionnaire tomba en panne au milieu d'une rue déserte. Une petite fille pauvre apparut et résolut le problème toute seule. Il la remercia, mais quelque chose dans son collier fit s'arrêter le monde. C'était le même collier que portait la femme qu'il avait aimée et perdue. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La Porsche 911 GT3 argentée était comme un poisson hors de l'eau dans cette rue oubliée de la banlieue. François Dupont ajusta le nœud de sa cravate italienne, un geste automatique né de l'inconfort, tout en observant la fumée qui s'échappait du capot de la voiture. La sueur coulait sur son front, tachant le col de sa chemise sur mesure qui avait coûté plus que ce que gagnaient en un mois de nombreux habitants de ce quartier. La rue, une mosaïque de nids de poules et de rêves oubliés, semblait se moquer de sa présence. Son téléphone portable, dernier modèle et tout aussi inutile à ce moment-là, n'affichait pas la moindre barre de réseau. François passa la main dans ses cheveux grisonnants, parfaitement taillés, sentant la frustration monter. Une réunion cruciale l'attendait de l'autre côté de la ville, et voilà qu'il était coincé dans ce décor qui représentait tout ce qu'il avait toujours évité dans sa vie. Le soleil impitoyable de midi transformait l'intérieur de la voiture en étuve. François ouvrit la portière, résigné à devoir sortir de sa zone de confort climatisée. L'air chaud le frappa comme un coup de poing, et l'odeur d'huile brûlée mêlée à la poussière de la rue fit se contracter son nez aristocratique de dégoût. C'est alors qu'elle apparut. Comme une apparition improbable, une petite fille surgit du coin de la rue portant un sac à dos usé presque plus grand qu'elle. Ses pieds nus glissaient avec familiarité sur l'asphalte irrégulier, comme si chaque fissure était une vieille connaissance. Sa robe, plusieurs tailles au-dessus de ce qui était nécessaire, portait des taches qui racontaient des histoires que François préférait ne pas imaginer. La fillette s'arrêta à quelques mètres de la voiture, ses yeux curieux fixés sur le véhicule, comme si elle se trouvait devant une exposition d'art moderne. Il n'y avait pas de peur dans son regard, seulement une curiosité authentique qui déconcerta François. Il était habitué aux regards d'envie, d'admiration ou de ressentiment, mais cette neutralité analytique le prit au dépourvu. « Que veux-tu » La voix de François sortit plus durement qu'il ne l'avait prévu. Un réflexe automatique, construit au fil des années à traiter avec des personnes qui voulaient toujours quelque chose de lui. La fillette ne répondit pas immédiatement. Elle continua son analyse silencieuse de la voiture, l'encerclant d'un pas calculé. Ses yeux, d'un vert profond qui semblait familier d'une manière que François n'arrivait pas à préciser, s'arrêtèrent sur la fumée qui s'échappait encore du capot. « Votre voiture est malade, dit-elle finalement, avec une simplicité qui fit hausser les sourcils à François. Je peux y jeter un coup d'œil ?» Avant qu'il ne puisse répondre, elle plongeait déjà dans son sac à dos déchiré, ses bras maigres disparaissant jusqu'au coude. Quand elle émergea, elle tenait un vieux tournevis aux manches écaillées révélant des couches d'usure et d'histoire. « Je n'ai pas besoin de ton aide, » répondit sèchement François, mais quelque chose dans la détermination silencieuse de la fillette l'empêcha d'être plus catégorique dans son refus. La petite haussa les épaules, un geste étonnamment mature pour quelqu'un d'aussi jeune. « D'accord, mais votre voiture ne partira pas d'ici toute seule, et apparemment votre téléphone ne fonctionne pas non plus. » François la dévisagea, surpris par la perspicacité de l'observation. C'est à ce moment qu'il remarqua quelque chose qui brillait à son cou, un collier en argent avec un pendentif bleu translucide. L'objet provoqua une commotion inexplicable dans sa poitrine, comme si un ancien souvenir tentait d'émerger des profondeurs de sa conscience. Tandis que son esprit traitait encore cette sensation troublante, la fillette s'était déjà approchée du capot. Avec une aisance qui défiait son apparence fragile, elle manipula le tournevis avec une précision chirurgicale, faisant des ajustements qui semblaient absurdes, mais qui, d'une certaine façon, avaient du sens dans sa propre logique. « Essayez de démarrer maintenant », ordonna-t-elle, après quelques minutes de travail silencieux. François hésita, partagé entre son scepticisme naturel et le manque d'alternative. Il tourna la clé, et à sa grande surprise, le moteur répondit par un ronronnement sain, comme s'il n'avait jamais présenté le moindre problème. Mais ce ne fut pas le miracle mécanique qui maintint François paralysé au volant. Ce fut le moment où la fillette se pencha pour ramasser son outil,
et le collier se balança sous la lumière du soleil. Les lettres gravées sur l'anneau de métal fin étaient presque imperceptibles, mais pour François, elles résonnaient comme un cri du passé. Pour Hélène, mon amour éternel, FD. Le monde sembla tourner au ralenti, tandis que François essayait de comprendre ce que ses yeux venaient de voir. Ce collier, c'était lui-même qui l'avait fait faire il y a 12 ans dans une petite bijouterie d'Amsterdam. Chaque détail avait été pensé pour refléter la personnalité d'Hélène. Le bleu du pendentif reproduisait exactement la couleur de ses yeux et les inscriptions avaient été gravées à la main par le meilleur artisan de la ville. Où as-tu obtenu ce collier? La voix de François sortit tremblante, méconnaissable même pour lui. La fillette tint instinctivement le pendentif, comme si elle protégeait un trésor. Ses yeux, auparavant curieux, affichaient maintenant un mélange de méfiance et de protection. « C'était à ma mère », répondit-elle simplement, faisant un pas en arrière. « Ta mère ?» François sentit son cœur s'accélérer. Quel était son nom? Hélène. La réponse vint après un moment d'hésitation. Hélène Moreau. François dut s'appuyer contre la voiture. Ce nom qu'il avait essayé d'enterrer au fond de sa mémoire depuis si longtemps ressurgissait maintenant comme un tourbillon, apportant avec lui un flot de souvenirs et de questions sans réponse. Où est-elle maintenant? Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les retenir, bien que quelque chose en lui anticipait déjà la réponse. La fillette détourna le regard, ses doigts encore agrippés au pendentif. Elle est tombée très malade, des problèmes aux poumons. Ça fait 3 ans qu'elle... Sa voix faiblit, incapable de terminer la phrase. François ferma les yeux, sentant comme si quelque chose en lui était déchiré. Hélène, son Hélène, était partie sans qu'il le sache. Mais là, devant lui, se tenait une fillette qui portait non seulement le collier qu'il avait donné à la femme qu'il avait aimée, mais aussi ses yeux, ces mêmes yeux verts qu'il avait poursuivis dans ses rêves pendant si longtemps. Comment? « T'appelles-tu » demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Sophie » répondit-elle, maintenant toujours une distance prudente. « Sophie Moreau. » Sophie. Le nom résonna dans l'esprit de François comme une révélation. Mentalement, il commença à calculer. La fillette semblait avoir 11 ou 12 ans. Hélène avait disparu de sa vie il y a exactement 12 ans, sans explication, ne laissant qu'une lettre qui n'avait jamais eu de sens pour lui. « Sophie, quel âge as-tu » ? « 12 ans, répondit-elle, et la confirmation frappa François comme la foudre. La sueur, maintenant, n'était pas seulement due à la chaleur. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait le volant, essayant d'organiser les pensées qui se bousculaient dans son esprit. 12 ans. Hélène était partie alors qu'elle était enceinte de 2 mois. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. « Où habites-tu, Sophie ?» La question sortit avec une urgence qu'il ne put dissimuler. La fillette hésita, ses yeux, les yeux d'Hélène, l'étudiant avec une sagesse au-delà de son âge. « Par là, » répondit-elle vaguement, ajustant le sac à dos sur son épaule dans un geste qui suggérait qu'elle était prête à s'enfuir au moindre signe de danger. « Laisse-moi t'aider, » dit François, se surprenant lui-même par la douceur qu'il trouva dans sa voix. « Tu as besoin d'un endroit pour rester, de nourriture ?»« Je n'ai pas besoin d'aide, » coupa Sophie, levant le menton dans un geste de fierté qui serra le cœur de François. « Je sais me débrouiller toute seule, j'ai toujours su. » Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre de solitude, que François reconnut immédiatement. C'était la même qu'il voyait dans son propre reflet tous les matins. La fillette commença à s'éloigner, ses pieds nus laissant des empreintes légères dans la poussière de la rue. « Sophie, attends !» appela François, mais elle avait déjà tourné au coin, disparaissant aussi soudainement qu'elle était apparue. Assis au volant de sa Porsche, maintenant parfaitement fonctionnelle, François Dupont, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui négociait des millions d'un seul coup de téléphone, se sentait complètement perdu. La réunion cruciale de l'autre côté de la ville n'avait plus d'importance. Plus rien n'importait en dehors de la vérité qui commençait à se former dans son esprit. Cette fillette, avec les yeux d'Hélène et le collier qu'il avait lui-même fait fabriquer, pourrait être sa fille. Dans les jours qui suivirent, François avait du mal à se concentrer sur ses réunions d'affaires. L'image de Sophie et ce collier ne quittaient pas son esprit. Son bureau au sommet du plus grand immeuble d'affaires de la ville, autrefois son refuge et sa fierté, semblait maintenant une prison de verre et d'acier.
À travers les fenêtres panoramiques, ses yeux scrutaient les rues en contrebas, comme s'il pouvait trouver cette petite silhouette avec le sac à dos usé. « Monsieur Dupont ?» La voix de sa secrétaire le ramena à la réalité. « L'enquêteur Rousseau est ici. » Marc Rousseau entra dans la pièce avec la discrétion qui faisait de lui le professionnel le plus demandé de la ville. Grand, les cheveux grisonnants et un costume bien coupé, mais sans ostentation, il aurait pu facilement passer pour un cadre de plus dans l'immeuble. « J'ai trouvé quelques informations sur Hélène Moreau, » dit Rousseau, s'asseyant dans le fauteuil en cuir devant le bureau de François. « Elle a effectivement eu une fille, Sophie, enregistrée uniquement avec le nom de sa mère. Elle a travaillé comme professeure de littérature dans une école publique jusqu'à ce qu'elle tombe malade. De graves problèmes respiratoires l'ont éloignée du travail 3 ans avant son. » Rousseau fit une pause, choisissant ses mots. Avant son départ, François sentit un nœud dans sa gorge. Et la petite, que lui est-il arrivé ensuite? Officiellement, elle a été placée sous la garde de Régine Dubois, la sœur d'Hélène. Mais il y a des signalements de négligence. Sophie s'est enfuie de la maison de sa tante il y a environ 8 mois. Depuis, elle vit dans les rues. Régine. Ce nom provoqua une vague de souvenirs chez François. La sœur aînée d'Hélène avait toujours manifesté un ressentiment à peine dissimulé envers leur relation. Aujourd'hui, c'était une figure connue dans la ville, présentatrice d'une émission de télévision sur la famille et les valeurs traditionnelles. « J'ai besoin d'en savoir plus », dit François, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. « Je veux tout savoir sur les 12 dernières années. Pourquoi Hélène est partie, pourquoi elle ne m'a jamais parlé de sa grossesse. »« Il y a quelque chose d'intéressant », l'interrompit Rousseau, sortant un dossier de sa mallette. « J'ai trouvé des traces d'une lettre envoyée à votre ancienne adresse environ 2 mois après le départ d'Hélène. La lettre ne vous est jamais parvenue. » François se retourna brusquement. « Comment ça, elle ne m'est jamais parvenue? Qui l'a interceptée? » Je continue à enquêter, mais il y a des indices que Régine était impliquée. À l'époque, elle travaillait comme assistante dans le même immeuble où vous habitiez. L'homme d'affaires s'assit à nouveau, sentant le poids des révélations. La seule lettre qu'il avait reçue d'Hélène était un adieu froid, disant qu'elle devait suivre son propre chemin et lui demandant de ne pas la chercher. Ces mots n'avaient jamais correspondu à la femme qu'il avait connue, qu'il avait aimée. Et il y a plus, poursuivit Rousseau. Hélène a essayé de vous contacter d'autres fois. J'ai trouvé des traces d'appels téléphoniques à votre bureau, tous bloqués par votre secrétaire de l'époque, Marion Torres. Marion? François fronça les sourcils. Elle avait été recommandée par Régine, compléta Rousseau. Les deux maintenaient un contact fréquent. François se leva de nouveau, la colère commençant à remplacer la confusion. Pendant 12 ans, il avait cru qu'Hélène l'avait simplement abandonné. Maintenant, il découvrait qu'il avait été victime d'un complot élaboré, orchestré par des personnes en qui il avait confiance et qui prétendaient vouloir son bien. « Je dois retrouver Sophie, » dit-il finalement. « Elle est ma fille, Rousseau. J'en suis sûr, et je ne vais pas perdre une minute de plus de sa vie. J'ai déjà commencé à cartographier les zones où elle est souvent aperçue, » répondit l'enquêteur. « Mais je dois vous avertir, Régine ne va pas faciliter les choses. Elle s'est construite une image publique forte, basée sur les valeurs familiales. Une histoire comme celle-ci pourrait entacher sa réputation. »« Je me fiche de sa réputation, » trancha François. « Je veux juste retrouver ma fille. » Cette nuit-là, seul dans son appartement, François tenait une vieille photo d'Hélène. Dessus, la jeune professeure souriait, ses yeux verts brillant avec la même intensité qu'il voyait maintenant chez Sophie. À côté de lui, sur la table, une pile de documents commençait à raconter une histoire différente de celle qu'il avait crue pendant si longtemps. Une histoire de manipulation, de mensonges et d'une famille qui lui avait été volée avant même de naître. Sophie connaissait chaque recoin et ruelle de ce quartier comme sa poche. Assise sur le rebord d'un bâtiment abandonné, ses jambes se balançaient dans le vide, pendant qu'elle partageait un paquet de biscuits avec Michel, son seul véritable ami dans les rues. Le garçon, 1 an plus âgé qu'elle, avait des yeux sombres toujours attentifs et un sourire facile qui masquait sa propre histoire d'abandon. « Alors il est riche ?» demanda Michel, prenant un autre biscuit. « Genre, vraiment riche ?» Sophie haussa les épaules, ajustant le collier à son cou, un geste qui était devenu un réflexe chaque fois qu'elle était nerveuse. « Je crois, sa voiture coûtait plus que toute cette rue. Et pourquoi ?
Tu n'as pas accepté son aide. La question resta suspendue dans l'air pendant quelques instants. Sophie observa le soleil se coucher entre les immeubles, peignant le ciel de teintes orangées que sa mère adorait tant. Hélène disait toujours que les fins d'après-midi étaient magiques, des moments où l'univers s'arrêtait pour respirer. « Je ne fais pas confiance aux adultes », répondit-elle finalement. « Ils veulent toujours quelque chose en retour. » Michel acquiesça, comprenant parfaitement. Tous deux portèrent des cicatrices invisibles de promesses brisées et de confiance trahie. « Mais ils semblaient différents », argumenta-t-il. « Tu as dit qu'il est devenu bizarre quand il a vu le collier de ta mère. » Sophie toucha à nouveau le pendentif bleu. « Il connaissait ma mère, dit-elle doucement. Je l'ai vu dans ses yeux. Et il avait les mêmes initiales que celles de la gravure. F.D. récita Michel qui avait entendu l'histoire du collier des dizaines de fois. François Dupont? Un bruit dans la rue attira l'attention des deux enfants. Une voiture noire, discrète mais évidemment coûteuse, passait lentement pour la troisième fois à cette heure-là. Sophie reconnut le conducteur, le même homme en costume qu'elle avait vu parler avec François quelques jours plus tôt. « Il me cherche », murmura-t-elle, ressentant un mélange de peur et de curiosité. « Ça peut être une bonne chose, Sophie », dit Michel, sa voix plus sérieuse que d'habitude. « Et s'il était vraiment ton père ?» Le mot « père » provoqua un nœud dans l'estomac de Sophie. C'était un concept abstrait dans sa vie, une figure que sa mère mentionnait rarement et toujours, les yeux embués. Hélène n'avait jamais dit du mal de lui, mais n'avait jamais expliqué non plus pourquoi il ne faisait pas partie de leur vie. Ma mère devait avoir une raison pour ne pas lui parler de moi, argumenta Sophie, plus pour elle-même que pour Michel. Ou peut-être que quelqu'un l'a empêché de le faire, rétorqua Michel. Au cours des mois qu'ils avaient à passer ensemble dans les rues, il était devenu non seulement un ami, mais un confident qui connaissait chaque détail de l'histoire de Sophie. Tu as toujours dit que ta tante Régine contrôlait tout. Les lettres, les appels téléphoniques. Sophie frissonna en se souvenant de sa tante. Régine avec son sourire artificiel de présentatrice de télévision et ses règles étouffantes. Celle qui l'enfermait dans sa chambre quand il y avait des visites, qui déchirait les dessins qu'elle faisait de sa mère, qui disait qu'Hélène avait été faible et idiote. Il avait l'air triste, admit Sophie, se rappelant l'expression de François quand il avait vu le collier, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Peut-être qu'il a perdu, dit doucement Michel, toi et ta mère. Le soleil avait complètement disparu, ne laissant qu'une traînée violette à l'horizon. Les premières étoiles commençaient à apparaître, timides entre les nuages. Sophie se rappela comment sa mère avait l'habitude de les montrer du doigt, inventant des histoires sur chaque constellation. Parfois, commença Sophie, sa voix à peine un murmure. Quand je suis sur le point de m'endormir, je me souviens de sa voix. Maman disait souvent que le véritable amour trouve toujours son chemin pour revenir, peu importe le temps que ça prend. Michel sourit, passant son bras autour des épaules de son ami. Alors c'est peut-être ce qui se passe maintenant. L'amour qui retrouve son chemin. Sophie ne répondit pas, mais ses doigts serrèrent le pendentif bleu plus fort. En bas, la voiture noire passa à nouveau, plus lentement cette fois. Dans sa poitrine, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, peur, espoir ou un mélange des deux, commençait à grandir. Régine Dubois ajusta le microphone attaché au revers de son blazer impeccable, tandis que les assistants de production couraient dans le studio pour faire les derniers ajustements. Son émission « La famille d'abord » était leader d'audience dans son créneau horaire, et elle avait construit sa carrière sur une image de défenseur des valeurs traditionnelles et protectrice des enfants. « 3 minutes », cria le réalisateur. Elle sourit au miroir, répétant l'expression de préoccupation sincère qu'elle utiliserait pour parler du thème du jour, les enfants en situation de rue. L'ironie ne lui échappait pas, mais des années de pratique avaient rendu plus facile d'ignorer les élancements de conscience. Son téléphone vibra. Le nom de Marion, ancienne secrétaire de François et son informatrice de longue date, clignotait sur l'écran. Régine sentit son estomac se nouer en lisant le message. Il enquête sur le passé. Il a trouvé Rousseau. 1 minute. Régine. Elle respira profondément, se forçant à garder sa contenance. 12 ans de secrets soigneusement gardés menaçaient de s'effondrer. La lettre qu'elle avait interceptée, les appels bloqués, les documents modifiés, tout pourrait être révélé. Ah, l'antenne dans 5, 4, 3.
Les caméras s'allumèrent et Régine prit son rôle, souriant à des millions de téléspectateurs. « Bonsoir, chère famille française. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me brise le cœur, nos enfants abandonnés. » Mais, alors qu'elle parlait de compassion et de responsabilité sociale, son esprit était à des kilomètres de là, revivant les événements qui l'avaient amenée ici. Hélène, sa sœur cadette, avait toujours été la favorite, la belle, l'intelligente, la spéciale. Même quand elle était tombée amoureuse de l'homme d'affaires montant François Dupont, tout le monde y avait vu un conte de fées. Régine avait tout observé de près, nourrissant un ressentiment qui grandissait à chaque sourire échangé entre le couple, à chaque regard amoureux. Quand Hélène était tombée enceinte, Régine avait vu sa chance. Une lettre forgée ici, quelques appels interceptés là, et le conte de fées s'était effondré. Coupé. Pause de 5 minutes. Régine se leva rapidement, allant dans sa loge. À peine avait-elle fermé la porte que son téléphone sonna à nouveau. C'était son avocat. « François Dupont demande tous les documents relatifs à la garde de Sophie », informa-t-il sans détour. « Et il y a plus. Il a engagé une équipe pour faire un test ADN. »« Il ne peut pas faire ça, siffla Régine. J'ai la garde légale. »« Une garde que vous avez obtenue avec des documents douteux, » rappela l'avocat. « Si cela va trop loin, Régine, je ne sais pas si nous pourrons maintenir l'histoire debout. » Régine raccrocha avec colère. Sur la coiffeuse de la loge, une vieille photo attira son attention. Elle et Hélène, encore adolescentes, enlacées et souriantes. C'était la dernière photo qu'elles avaient prises ensemble avant que Régine ne commence à construire le mur de ressentiment qui finirait par les séparer pour toujours. Régine, 2 minutes. Elle retourna au studio, plus déterminée que jamais. Elle n'était pas arrivée jusqu'ici pour tout perdre maintenant. Sa réputation, sa carrière, sa vie soigneusement construite, tout dépendait de garder Sophie loin de François, et elle ferait n'importe quoi pour le garantir. À l'antenne dans 5, 4. De retour devant les caméras, Régine sourit, à nouveau, personnifiant l'image de la présentatrice préoccupée par le bien-être social. Mais ses yeux, si quelqu'un regardait attentivement, révélèrent la panique croissante de quelqu'un qui voit son château de mensonges commencer à s'effondrer. Dans son sac, le téléphone vibra une fois de plus. C'était un message d'un numéro. Inconnu. J'ai trouvé quelque chose dans les archives de l'hôpital. L'acte de naissance original de Sophie, avec le nom du père. Régine sentit une sueur froide couler le long de son dos, mais maintint son sourire professionnel. Les lumières du studio semblaient de plus en plus chaudes, étouffantes, comme les murs de la chambre où elle enfermait Sophie, comme le poids des secrets qu'elle portait depuis 12 ans. Et maintenant, chers téléspectateurs, sa voix ne trahissait pas le tourment intérieur. Parlons de l'importance de la vérité dans nos familles. François gara sa voiture, désormais volontairement plus discrète que la Porsche, près du bâtiment abandonné où Rousseau avait localisé Sophie. Dans ses mains, il portait un sac avec des sandwichs, de l'eau et caché au fond, un kit de prélèvement ADN. Son cœur battait vite, mêlant anxiété et peur de l'effrayer à nouveau. « Elle est là-haut », informa Rousseau, observant depuis sa propre voiture. Avec son ami habituel, François acquiesça, respirant profondément avant de commencer à monter les escaliers du bâtiment. L'endroit était délabré, avec des murs écaillés et des fenêtres brisées, mais il pouvait voir des signes de vie. Une couverture pliée ici, une bouteille d'eau là, petits indices que cet espace était devenu un refuge. Quand il arriva, au dernier étage, il trouva Sophie et Michel assis sur le rebord, partageant un paquet de biscuits. La scène lui serra le cœur, sa fille vivant ainsi, alors qu'il habitait dans un penthouse luxueux. « Salut Sophie », dit-il doucement, gardant ses distances pour ne pas l'effrayer. La fillette se retourna rapidement, tenant instinctivement le collier. Michel se positionna légèrement devant elle, protecteur. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda Sophie, sa voix mêlant curiosité et méfiance. « J'avais besoin de te voir », répondit François honnêtement. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » Il offrit le sac, que Michel prit après un regard d'approbation de Sophie. Le garçon examina le contenu, sortant les sandwichs et les bouteilles d'eau. « Pourquoi faites-vous ça » demanda Sophie, sans s'approcher. François s'assit sur un morceau de béton, gardant ses mouvements lents et prévisibles.
parce que je m'inquiète, parce que je veux te connaître, et parce que... » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Parce que je pense que tu es beaucoup plus importante pour moi que je ne l'imaginais. » Sophie échangea un regard avec Michel qui acquiesça légèrement. Elle s'approcha un peu, toujours prudente mais moins défensive. « Vous connaissiez vraiment ma mère, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, touchant le collier. « C'est vous qui lui avez donné ça ?»« Oui, » confirma François, la voix émue. « J'aimais ta mère, Sophie, plus que j'ai jamais aimé quelqu'un dans ma vie. Et quand elle est partie, il déglutit. C'était comme si une partie de moi était partie aussi. Alors pourquoi vous ne nous avez jamais cherchés ?» La question sortit comme une accusation chargée d'années d'absence. « Parce que je ne savais pas, » répondit François, sentant le poids de chaque mot. « Je n'ai jamais su que tu existais. Si j'avais su... » Sa voix se brisa. « Si j'avais su, j'aurais remué ciel et terre pour être avec vous. » Sophie étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes de mensonge. Michel, qui s'était approché, lui offrit un sandwich. « Maman disait toujours que mon père était un homme bon. » dit finalement Sophie, acceptant le sandwich. Mais tante Régine disait qu'il nous avait abandonnés, qu'il ne se souciait pas de nous. François sentit la colère monter en entendant le nom de Régine, mais garda une voix calme. « Ta tante, elle ne t'a pas dit toute la vérité, Sophie. Il y a beaucoup plus dans cette histoire. » « Comme quoi ? » ?»« Comme le fait que ta mère a essayé de me parler de toi, plusieurs fois, mais quelqu'un a empêché ces messages de me parvenir. » Sophie fronça les sourcils, traitant l'information. Tante Régine contrôlait toujours tout, les lettres, les appels téléphoniques. Elle disait que c'était pour nous protéger. « Nous protéger de quoi ?» demanda Michel, rompant son silence. « Du monde, » répondit amèrement Sophie. C'est ce qu'elle disait toujours, mais en réalité, elle voulait juste nous contrôler. François observa les deux amis, remarquant le lien fort entre eux. « Sophie, » commença-t-il prudemment, « je sais que c'est beaucoup à digérer, mais j'aimerais faire un test. Un test qui peut prouver quelque chose de très important. » « Quel genre de test ?»« Un qui peut prouver que je suis ton père. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de possibilités. Sophie regarda Michel, qui sourit. Encourageant puis le collier à son cou, et finalement François. « Et si c'est vrai ?» demanda-t-elle, sa voix petite et vulnérable. « Qu'est-ce qui se passe après ?» François sentit des larmes se former dans ses yeux. « Alors nous pourrons commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, sans mensonge, sans secret, juste nous essayant de rattraper le temps perdu. » Le laboratoire était silencieux et aseptisé, un contraste frappant avec les rues où Sophie avait passé ses derniers mois. Elle observait, inquiète, tandis que l'infirmière préparait le matériel pour le prélèvement. Michel, qui avait insisté pour l'accompagner, tenait sa main fermement. « Ça ne sera qu'une petite piqûre », assura l'infirmière avec un sourire gentil. « Tu es courageuse, n'est-ce pas ?» Sophie faillit rire. Du courage ? Elle avait affronté des nuits glaciales, la faim, la peur. Une aiguille n'était rien comparé à cela. Pourtant, ses yeux cherchèrent François, qui attendait anxieusement de l'autre côté de la salle. « Combien de temps avant que nous sachions ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « 3 jours, » répondit François, consultant sa montre pour la 10e fois en quelques minutes. « J'ai demandé la plus grande urgence. » L'infirmière termina le prélèvement, plaçant un petit pansement coloré sur le bras de Sophie. François avait déjà fait sa part plus tôt, et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Mais l'attente, parfois peut-être la partie la plus difficile. « Vous devez avoir faim, » dit François, essayant de combler le silence inconfortable. « Et si nous allions manger quelque part ?» Sophie et Michel échangèrent des regards. La fillette hésitait encore à accepter quoi que ce soit au-delà du strict nécessaire, mais son ami fit un léger signe d'encouragement. « Je connais un endroit, » suggéra timidement Michel. « Un petit restaurant près d'ici. La propriétaire, Madame Josette, a toujours été gentille avec nous. » François sourit, reconnaissant l'importance de ce moment. Ce n'était pas seulement un repas, c'était Sophie qui lui permettait d'entrer un peu plus dans son monde. Le restaurant était petit et simple, avec des tables en formica et des ventilateurs de plafond qui tournaient paresseusement. Madame Josette, une dame robuste au sourire maternel, s'illumina en voyant les enfants. « Sophie, Michel, j'étais inquiète pour vous !» s'exclama-t-elle, les serrant dans ses bras. Ses yeux curieux se posèrent sur François, l'évaluant,
discrètement. C'est... Sophie hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Je suis un ami », compléta doucement François, comprenant la difficulté de sa fille. Pendant qu'il mangeait, François observait chaque détail. Comment Sophie séparait soigneusement les légumes de son assiette, exactement comme Hélène avait l'habitude de faire. Comment ses yeux s'illuminaient quand elle souriait, le même éclat qui l'avait enchanté des années auparavant. Ta mère faisait ça aussi. Commenta-t-il sans réfléchir, quand Sophie poussa une carotte vers le bord de son assiette. La fillette se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Vous vous souvenez de ces choses sur elle? Je me souviens de tout, répondit François, sa voix chargée d'émotion. Comment elle fredonnait en cuisinant, même si elle n'avait pas la moindre justesse. Comment elle passait des heures à corriger les travaux de ses élèves, faisant des commentaires personnels sur chacun. Comment ses yeux changeaient de couleur selon son humeur, compléta Sophie, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres, vert foncé quand elle était triste, presque bleu quand elle riait. Michel observait l'interaction en silence, un petit sourire aux lèvres. C'était la première fois qu'il voyait son ami parler de sa mère sans cette ombre de douleur dans les yeux. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit François, sortant une enveloppe de sa sacoche. « Ce sont quelques vieilles photos de « Quand ta mère et moi étions ensemble ». Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Les photographies montraient un jeune couple amoureux, Hélène et François dans un parc à la plage, dans un café. Sur chaque image, le collier au pendentif bleu brillait au cou d'Hélène. « Elle avait l'air si heureuse », murmura Sophie, touchant le visage de sa mère sur l'une des photos. « Nous étions heureux », corrigea doucement François, « et après son départ, je n'ai plus jamais retrouvé ce bonheur, jusqu'à maintenant. » Le moment fut interrompu par le téléphone de François. C'était Rousseau. « Monsieur Dupont », la voix de l'enquêteur était tendue. « Nous avons trouvé quelque chose. L'acte de naissance original de Sophie avant les modifications. Et il y a plus. Des lettres, plusieurs, qu'Hélène a essayé de vous envoyer. Toutes interceptées par Régine. » François sentit son cœur s'accélérer. « Où ?»« Dans l'ancien appartement d'Hélène. Régine a tout gardé. Et il y a quelque chose que vous devez voir immédiatement. C'est à propos du jour où Hélène a découvert qu'elle était enceinte. » Sophie observait attentivement François, percevant le changement dans son expression. « Il s'est passé quelque chose ?»« Nous avons trouvé des choses appartenant à ta mère, » répondit-il, essayant de garder une voix calme. « Des choses qui peuvent expliquer beaucoup. » « Quel genre de choses ?» François regarda sa fille, parce que maintenant, même sans le résultat du test, son cœur connaissait déjà la vérité. La vérité, Sophie. La vérité que ta tante a essayé de nous cacher à tous. Le bureau de Régine bouillonnait, de l'agitation typique de fin de journée, mais elle remarquait à peine le mouvement autour d'elle. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur où un message de son ancienne secrétaire clignotait avec insistance. « Ils ont trouvé les lettres. » Ses mains tremblaient en ouvrant le tiroir du bureau, retirant une vieille clé qu'elle portait toujours sur elle. La même clé qui ouvrait le coffre dans le grenier de sa maison, où elle gardait les preuves de son obsession. Chaque lettre qu'Hélène avait tenté d'envoyer à François, chaque photo qu'elle avait volée, chaque document qu'elle avait modifié. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était encore son avocat. « Régine, nous avons un problème », commença-t-il sans détour. « François Dupont a déposé une demande d'enquête de paternité. Et il y a plus, il a des preuves. De falsification documentaire. Comment a-t-il obtenu ça ?» siffla Régine, sentant le contrôle lui échapper. Apparemment, l'infirmière qui s'est occupée d'Hélène pendant sa grossesse a gardé des copies de tout. Elle n'a jamais approuvé ce que vous avez fait. Régine raccrocha brusquement, son esprit tournant en rond. À l'extérieur de son bureau, elle pouvait entendre les employés se préparer pour un nouvel enregistrement de son émission. L'ironie était palpable. Dans quelques minutes, elle serait devant les caméras à parler d'honnêteté et de valeurs familiales. Son téléphone vibra avec un message. C'était d'un numéro inconnu, mais le contenu glaça son sang. Une photo, du coffre dans son grenier ouvert, révélant son contenu incriminant. À la réception de l'émission, François Dupont attendait avec un dossier de documents sous le bras. À ses côtés, Rousseau tenait une caméra professionnelle. Régine les observait sur le moniteur de sécurité, sentant la panique monter. « Madame Régine », appela son assistante avec hésitation, «
Ils exigent de vous parler avant l'émission et il y a une petite fille avec eux. » Régine s'approcha à nouveau du moniteur. Sophie était là, portant toujours ce maudit collier qui la tourmentait tant, le même bijou qui symbolisait tout ce qu'elle n'avait jamais eu, l'amour véritable de quelqu'un. « Faites-les entrer », ordonna-t-elle résignée. François entra en premier, ses yeux durs comme l'acier. Sophie venait juste derrière, et pour la première fois, Régine remarqua combien elle ressemblait à Hélène, pas seulement physiquement, mais dans la façon dont elle affrontait les situations difficiles avec une force silencieuse. « C'est fini, Régine », dit simplement François, posant le dossier sur la table. « Nous avons tout trouvé. » Régine ouvrit le dossier d'une main tremblante. Là se trouvaient toutes les preuves. L'acte de naissance original de Sophie avec le nom de François comme père, les lettres d'Hélène implorant qu'il la cherche, même le diagnostic de la maladie qui avait un traitement, mais que Régine avait convaincu Hélène d'être terminale. « Pourquoi ?» La voix de Sophie trancha le silence, petite mais ferme. « Pourquoi as-tu fait ça à nous ?» Régine regarda sa nièce, voyant pour la première fois le reflet de tout le mal qu'elle avait causé. « Parce qu'elle avait tout, » répondit-elle, sa voix se brisant. « Hélène a toujours eu tout ce que je voulais. L'amour de nos parents, le respect des autres. Toi ?» Elle regarda François. « L'amour véritable de quelqu'un. » « Alors tu as détruit sa vie, » conclut François, sa voix tremblant de colère contenue. « Tu as manipulé des documents, intercepté des lettres, menti sur la gravité de sa maladie. Je voulais juste... » Régine commença mais fut interrompue par Sophie. « Tu voulais juste me contrôler comme tu as essayé de la contrôler, » dit la fillette, sa voix portant une sagesse au-delà de ses années. « Mais tu sais ce que maman disait toujours, que le véritable amour ne peut pas être contrôlé. Il trouve son propre chemin. » Régine s'effondra dans son fauteuil vaincue. De l'extérieur, elle pouvait entendre le réalisateur appeler pour le début de l'émission. Son émission sur les valeurs familiales et la vérité. L'ironie finale de sa vie construite sur des mensonges. Le petit appartement que François avait loué dans le quartier résidentiel était complètement différent de son penthouse luxueux. Des murs simples, des meubles basiques, une cuisine modeste, tout avait été choisi pour ne pas intimider Sophie. Il observait ému tandis que sa fille explorait timidement ce qui serait sa nouvelle chambre. « Tu peux la décorer comme tu veux, » dit-il, remarquant comment elle touchait délicatement le lit fait avec des draps neufs. Peindre les murs, mettre des posters. Sophie acquiesça, assimilant encore le changement dans sa vie. Après la confrontation avec Régine, qui avait abouti à sa démission de l'émission et à un accord judiciaire reconnaissant la paternité de François, tout s'était passé très vite. « Michel peut venir me voir ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. « Bien sûr », répondit François promptement. « En fait, » il hésita, choisissant ses mots avec soin. « J'ai parlé avec l'assistante sociale. Michel peut rester dans la chambre d'à côté, pendant que nous cherchons sa famille ou une solution permanente pour lui. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent pour la première fois depuis leur arrivée. « Vraiment ? Il n'aura pas besoin de retourner dans la rue ? » ?»« Non, » assura François. « Aucun de vous n'aura besoin d'y retourner. » Sophie s'assit sur le lit, ses mains cherchant automatiquement le collier à son cou, un geste que François reconnaissait maintenant comme son mécanisme de réconfort. « Maman serait heureuse, dit-elle doucement. Elle disait toujours qu'un jour nous trouverions notre place. » François s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Sophie, il y a quelque chose que je voulais te montrer. » Il sortit une enveloppe de sa poche. « Ce sont les résultats du test ADN. Mais avant de l'ouvrir, je veux que tu saches. Peu importe ce qui est écrit ici, tu es déjà ma fille dans mon cœur. » Sophie regarda l'enveloppe, puis François. « Tu connais déjà le résultat ? » ?»« Non, » répondit-il honnêtement. « J'ai voulu attendre pour que nous l'ouvrions ensemble. » Les mains tremblantes, Sophie prit l'enveloppe. Pendant un moment, elle la tint simplement, comme si elle pesait les possibilités contenues dans ce papier. « J'ai toujours imaginé comment ce serait d'avoir un père, » confessa-t-elle. « Les nuits les plus froides dans la rue, j'inventais des histoires. Parfois il était un super-héros, parfois un professeur comme maman, parfois... » Elle sourit légèrement. « Un homme d'affaires dans une voiture chic qui tombait en panne dans ma rue. » François sentit les larmes se former dans ses yeux. « Et moi, j'ai toujours imaginé comment ce serait d'avoir un enfant.
Même dans les moments les plus importants de ma carrière, je sentais qu'il manquait quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'était. Sophie respira profondément et commença à ouvrir l'enveloppe. Ses petites mains tremblaient en tirant le papier. François observait, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Probabilité de paternité, lut Sophie à haute voix. 99 999%. Le silence qui suivit fut rempli de toutes les émotions que les mots ne pouvaient exprimer. Sophie fixait le papier, comme si les lettres pouvaient changer à tout moment. « Alors c'est vrai, » murmura-t-elle. « Vous êtes vraiment mon père. »« Oui, » répondit François, la voix émue. « Et je suis désolé pour toutes les années que nous avons perdues, mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser chaque moment. » Sophie leva les yeux du papier et pour la première fois depuis leur rencontre, François vit les barrières dans son regard commencer à s'effondrer. Lentement, comme si elle testait les limites de cette nouvelle réalité, elle s'approcha de lui. « Je peux te faire un câlin ?» demanda-t-elle timidement. François ouvrit les bras et Sophie s'y jeta comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. L'odeur de ses cheveux, la chaleur de son petit corps, la force avec laquelle ses bras le serraient, tout cela était nouveau et en même temps familier, comme si son cœur avait toujours su que ce moment arriverait. « Papa » murmura-t-elle contre sa poitrine, testant le mot pour la première fois. Et à ce moment-là, dans cet appartement simple, avec sa fille dans ses bras et le collier d'Hélène brillant entre eux, François comprit que toute sa quête de succès et de richesse n'avait été qu'un détour sur le chemin vers cet instant, le moment où il avait enfin trouvé son véritable trésor. Michel arriva le lendemain, portant un sac à dos usé avec ses quelques possessions. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la chambre préparée pour lui, avec un lit neuf et une armoire rien que pour lui. Sophie l'attendait anxieusement à la porte, presque en train de sauter de joie en voyant son ami. « C'est pour moi ?» demanda-t-il, sa voix trahissant l'émotion qu'il essayait de cacher. « C'est ta maison maintenant » répondit François, observant comment le garçon touchait soigneusement chaque meuble, comme pour vérifier s'ils étaient réels. « Pour aussi, longtemps que tu en auras besoin. » L'assistante sociale, une dame d'âge moyen nommée Lucie Martin, sourit en approbation, tout en remplissant les formulaires nécessaires. « C'est une situation temporaire » expliqua-t-elle, « mais cela nous donnera le temps de chercher sa famille, ou de trouver une solution permanente. » Michel acquiesça, mais ses yeux cherchèrent Sophie comme ils le faisaient toujours dans les moments d'incertitude. Leur amitié, forgée dans les adversités de la rue, était quelque chose que François commençait à comprendre et à respecter profondément. « On peut faire nos devoirs ensemble », commenta Sophie avec enthousiasme. « Papa a dit qu'on commencera l'école la semaine prochaine. » Le mot « papa » sonnait encore nouveau dans sa bouche, mais chaque fois qu'elle l'utilisait, un petit sourire apparaissait sur son visage. François remarquait comment elle testait les limites de cette nouvelle réalité, comme une personne tâtonnant dans une pièce sombre, cherchant des interrupteurs. Ce soir-là, après que les enfants se furent retirés dans leur chambre, François s'assit sur le petit balcon de l'appartement. Le quartier était tranquille, si différent de l'agitation du centre financier où il avait passé la majeure partie de sa vie adulte. D'une certaine manière, ce nouvel environnement plus simple et accueillant ressemblait davantage à un foyer que son penthouse luxueux ne l'avait jamais été. Sophie apparut silencieusement à ses côtés, portant encore le nouveau pyjama qu'ils avaient acheté ensemble. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle, s'asseyant sur la chaise à côté. « Je réfléchissais seulement, » répondit François, « à la façon dont la vie fait des détours. » Sophie jouait avec le pendentif du collier, une habitude que François reconnaissait maintenant comme héritée d'Hélène. Maman disait souvent que la vie est comme une rivière. Parfois on pense qu'on va dans une direction, mais en réalité, on est porté là où on doit être. François sourit, reconnaissant la sagesse d'Hélène dans les paroles de sa fille. « Elle était très sage, ta mère. »« Tu sais ce qu'elle disait d'autre ?» poursuivit Sophie, sa voix douce dans la nuit. « Que même quand les gens partent, ils laissent des petits morceaux d'eux avec nous, comme ce collier, et comme ces yeux qui sont maintenant les miens. » François sentit les larmes se former. « Et comme la façon dont tu sépares les légumes dans ton assiette, exactement comme elle le faisait. » Sophie rit,
un son cristallin qui remplit la nuit de joie. De la chambre voisine, ils entendirent Michel tousser légèrement, et Sophie fut immédiatement alerte, inquiète pour son ami. « Il ira bien », assura François. « Demain, nous l'emmènerons chez le médecin pour un bilan complet. » Sophie se détendit visiblement. « Merci », dit-elle après un moment. « De prendre soin de lui. »« Aussi. C'est le minimum que je puisse faire, » répondit François. « Il a pris soin de toi quand je ne pouvais pas. » Le silence qui suivit était confortable, rempli seulement par les doux sons de la nuit et la respiration tranquille du père et de la fille. Sophie appuya sa tête contre l'épaule de François, un geste si naturel qu'il fit bondir son cœur. « Papa !» appela-t-elle doucement. « Oui. Tu crois qu'on va y arriver? Être une vraie famille ?» François entoura les épaules de sa fille d'un bras, sentant comme elle se blottissait plus près. « Nous sommes déjà une famille, Sophie. Différente, improbable, encore en train d'apprendre à se connaître, mais une famille. Et tu sais ce que ta mère dirait à ce sujet ?» Sophie sourit, le pendentif bleu brillant sous la lumière de la lune. « Que l'amour trouve son propre chemin. »« Exactement », acquiesça François embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Et regarde, il nous a trouvés. » Le premier jour d'école arriva avec un mélange d'attente et d'appréhension. Sophie ajustait nerveusement la bretelle de son nouveau sac à dos, le premier qui n'avait ni déchirure ni raccommodage, tandis que Michel tentait de dompter ses cheveux rebelles devant le miroir de la salle de bain. « Et s'il pose des questions sur avant ?» chuchota Sophie à Michel pendant le petit déjeuner, picotant les œufs brouillés dans son assiette. François, qui feignait d'être absorbé par le journal, mais ne manquait pas un mot, sentit son cœur se serrer. Les enfants avaient passé la semaine précédente à faire des tests de niveau, et maintenant ils affronteraient leur premier jour officiel dans l'école privée qu'il avait soigneusement choisie. « Vous n'avez pas besoin de raconter ce que vous ne voulez pas, » dit-il, baissant le journal. « Ton histoire t'appartient, Sophie. Tu décides ce que tu veux partager et avec qui. » Michel acquiesça, avalant une grande bouchée de pain. « De toute façon, maintenant, nous avons une nouvelle histoire à raconter. » Le trajet jusqu'à l'école fut silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. François observait dans le rétroviseur comment Sophie tenait fermement le collier d'Hélène, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Michel, à ses côtés, maintenait une posture protectrice, comme s'il était prêt à défendre son ami contre toute adversité. À l'entrée de l'école, une jeune enseignante les accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu dois être Sophie », dit-elle, s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette. « Et toi, Michel, je suis Madame Laure, nous passerons beaucoup de temps ensemble. » Sophie offrit un petit sourire, et François remarqua comme elle se rapprocha inconsciemment de lui. C'était un geste qui le surprenait encore, cette confiance croissante que sa fille manifestait, cherchant en lui protection et sécurité. « Monsieur Dupont », l'appela discrètement Madame Laure pendant que les enfants étaient conduits pour découvrir leur casier. « Je veux que vous sachiez que nous avons été informés de leur situation particulière. Nous leur apporterons tout le soutien nécessaire. » François la remercia, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, il entendit un brouhaha croissant dans le couloir. Un groupe d'élèves était rassemblé autour d'une tablette, regardant quelque chose qui semblait très intéressant. « C'est elle !» s'exclama l'un des garçons en montrant Sophie, la nièce de Régine Dubois, le cœur de François. « C'est glace. » Il s'approcha rapidement du groupe et vit sur l'écran de la tablette une vidéo virale montrant la dernière émission de Régine, où elle, en larmes, admettait ses erreurs et renonçait à son poste de présentatrice. Sophie s'était figée au milieu du couloir, le visage pâle. Michel se plaça immédiatement à ses côtés comme un petit gardien. « Sophie !» appela doucement François en s'approchant. « Tu veux rentrer à la maison ?» Mais quelque chose se produisit à ce moment-là. Sophie redressa les épaules, un geste si semblable à celui d'Hélène que François en eut le souffle coupé. « Non, » répondit-elle, sa voix ferme. « Maman disait toujours que fuir ne résout rien. » Elle marcha jusqu'au groupe d'élèves curieux, le collier d'Hélène brillant, sous les lumières fluorescentes du couloir. « Oui, Régine est ma tante, mais ce n'est pas la partie la plus importante de mon histoire. » Madame Laure intervint à ce moment-là, dispersant gentiment le groupe et conduisant les enfants vers leur salle. Avant d'entrer dans la classe, Sophie se tourna vers François. « Papa, oui,
Merci de ne pas avoir renoncé à me chercher. François avala la boule qui s'était formée dans sa gorge. Je ne renoncerai jamais à toi, Sophie. Jamais. En conduisant pour rentrer, François réfléchissait à la façon dont sa vie avait complètement changé en si peu de temps. Son téléphone sonnait sans cesse avec des appels professionnels qu'il avait reportés. Son agenda auparavant surchargé était maintenant réorganisé en fonction des horaires scolaires, son penthouse luxueux échangé contre un appartement modeste. Et pourtant, pour la première fois depuis des années, il se sentait véritablement riche. Riche d'amour, de but, de sens. Hélène avait raison. L'amour trouvait son propre chemin. Et parfois, ce chemin passait. Par des détours inattendus, par des rues défoncées où des voitures de luxe tombaient en panne, par des rencontres qui semblaient fortuites, mais étaient, en réalité, le destin. Sur son bureau de travail improvisé dans le salon de l'appartement, une nouvelle photo occupait désormais une place d'honneur. Lui, Sophie et Michel, souriant sur le balcon de leur nouveau foyer, et à côté une ancienne, Hélène, jeune et radieuse, portant le collier qui reposait maintenant au cou de sa fille. 2 images, 2 moments. Une seule histoire d'amour qui continuait à se dérouler de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La nouvelle arriva un mercredi après-midi, par un appel de l'enquêteur Rousseau. François aidait les enfants avec leurs devoirs de mathématiques quand son téléphone vibra. « Nous avons trouvé quelque chose dans l'ancien appartement d'Hélène », dit Rousseau, sa voix chargée d'une émotion contenue. « Vous devez voir ça. » L'appartement était exactement comme Hélène l'avait laissé, préservé comme une capsule temporelle par l'obsession de Régine. François hésita à la porte, sentant le poids des souvenirs. Sophie, qui avait insisté pour venir, tenait sa main fermement. « Tu es sûr de vouloir entrer ?» demanda-t-il, inquiet de l'impact que cet endroit pourrait avoir sur elle. Sophie acquiesça, ses yeux verts, les yeux d'Hélène, déterminés. « J'ai besoin de connaître l'endroit où maman a vécu. » Michel, qui n'avait pas voulu rester en arrière non plus, se tenait proche, comme il le faisait toujours quand il sentait que Sophie avait besoin de soutien. L'appartement était petit, mais accueillant, avec des étagères pleines de livres et des plantes desséchées sur les rebords des fenêtres. Sophie se déplaçait dans l'espace comme si elle était dans un musée, touchant délicatement les objets, absorbant chaque détail. « Qu'avez-vous trouvé, Rousseau ?» demanda François, essayant de garder une voix ferme. L'enquêteur indiqua un vieux coffre dans le coin de la chambre. Il était caché derrière un panneau amovible. Régine ne l'a jamais trouvé. Les mains tremblantes, François ouvrit le coffre. À l'intérieur, il y avait des dizaines de carnets, les journaux intimes d'Hélène. Et au-dessus d'eux, une enveloppe jaunie adressée à lui. « Papa !» appela doucement Sophie, prenant l'un des carnets. « Regarde la date. Elle a écrit ça, quand elle était enceinte de moi. » François s'assit sur l'ancien lit d'Hélène, l'enveloppe pesant dans ses mains. Sophie s'installa à ses côtés, Michel maintenant, une distance respectueuse mais attentive. « Cher François, commença-t-il, à lire à haute voix, la voix émue, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. J'écris cette lettre comme une dernière tentative de révéler la vérité que Régine s'est tant efforcée de cacher. » Sophie appuya sa tête contre l'épaule de son père, ses petites mains tenant encore le journal de sa mère. François continua sa lecture. « Je suis enceinte. Notre fille, oui je sais que c'est une fille, grandit en moi, et chacun de ses mouvements me rappelle toi. Régine a intercepté toutes mes tentatives de te le dire. Elle contrôle mes appels téléphoniques, mes lettres, même mes pas. Elle dit que c'est pour me protéger, mais en réalité elle m'emprisonne. » François fit une pause, respirant profondément. Sophie serra sa main, lui donnant la force de continuer. « Mais je veux que tu saches, chaque mot d'amour que je t'ai dit était vrai. Chaque moment que nous avons partagé était réel. Et notre fille sera la preuve vivante de cet amour. Je garde pour elle le collier que tu m'as donné, le dernier cadeau de toi avant que Régine ne commence sa campagne pour nous séparer. » Michel s'approcha silencieusement, s'asseyant par terre près d'eux, formant un petit cercle de confiance et de soutien mutuel. « S'il m'arrive quelque chose, cherche-la. Trouve notre fille, François. Dis-lui qu'elle a été aimée depuis le premier instant. Dis-lui que son père ne nous a jamais abandonnés. Il ne savait simplement pas que nous existions. Et surtout, dis-lui que le véritable amour trouve toujours son chemin.
La lettre continuait, mais François ne put poursuivre. Les larmes brouillaient sa vision, et sa voix s'était complètement brisée. Sophie prit doucement la lettre de ses mains et poursuivit la lecture. « Je cache ce coffre où Régine ne le trouvera jamais. À l'intérieur se trouvent tous mes journaux, toutes les vérités que je n'ai pas pu dire, et plus important encore, toutes les histoires que je veux que notre fille connaisse. » Elle n'a jamais abandonné, commenta doucement Michel, brisant le silence qui suivit. Ta mère n'a jamais renoncé à faire parvenir la vérité jusqu'à vous. Sophie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, exactement comme Hélène avait l'habitude de faire quand elle était pensive. Le soleil de l'après-midi entrait paresseusement par la vitre, faisant briller le pendentif bleu à son cou. « On peut emporter les journaux ?» demanda-t-elle, se tournant vers François. « Je veux connaître toutes les histoires qu'elle a gardées pour moi. » François acquiesça, incapable de parler. À ce moment, dans cet appartement qui gardait tant de souvenirs, il sentit Hélène plus présente que jamais. Non pas comme une absence douloureuse, mais comme une force douce qui avait préparé le chemin pour qu'ils se retrouvent, même si elle ne pouvait pas être là pour le voir. Les soirées dans l'appartement prirent une nouvelle routine. Après le dîner, Sophie, François et Michel se réunissaient dans le salon pour lire les journaux d'Hélène. C'était comme une séance d'histoire, où chaque page révélait un nouveau chapitre du passé, comblant les lacunes de 12 années d'absence. Aujourd'hui, j'ai senti son premier coup de pied, lut Sophie à haute voix, les jambes croisées, sur le canapé. C'était comme si elle disait « Je suis là, maman ». J'ai passé tout l'après-midi à imaginer comment ce serait de le raconter à François, voir ses yeux s'illuminer à cette nouvelle. François écoutait avec un nœud dans la gorge, imaginant tous les moments précieux qu'il avait manqués. Michel, assis sur le tapis avec son carnet de dessin, enregistrait chaque moment important en illustrations délicates, un passe-temps qu'il avait récemment découvert et que François encourageait en achetant du matériel d'art. « Regarde ça », continua Sophie, tournant la page. Elle a collé une photo de l'échographie ici, et elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai vu ton petit visage pour la première fois, ma petite Sophie. J'ai choisi ton nom parce qu'il signifie sagesse, quelque chose dont tu auras besoin pour naviguer dans ce monde compliqué que les adultes ont créé. » François se leva, marchant jusqu'à la fenêtre pour dissimuler son émotion. La ville brillait dehors, indifférente aux petits miracles qui se produisaient dans ce salon, une famille reconstruisant son histoire, page après page. « Papa » appela doucement Sophie. « Il y a un passage ici, sur le jour où vous vous êtes rencontrés. » Il revint s'asseoir à côté de sa fille. Sophie commença à lire. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme différent, pas pour son compte en banque ou sa voiture importée, mais pour la façon dont ses yeux s'illuminent quand il parle de ses rêves. François a l'âme d'un petit garçon caché dans un costume italien. » Michel rit doucement. « Exactement comme ce qui s'est passé avec la voiture en panne. » Sophie sourit, continuant sa lecture. « Il m'a offert un collier aujourd'hui, un pendentif bleu qui, selon lui, s'accorde avec mes yeux. Mais le véritable cadeau n'était pas le bijou, c'était son regard quand il l'a mis autour de mon cou. Comme s'il me donnait non seulement un collier, mais son cœur tout entier. » François se souvenait parfaitement de ce moment. La nervosité en offrant le cadeau, le sourire radieux d'Hélène, la façon dont la lumière du coucher de soleil faisait briller le pendentif, comme il brillait maintenant au cou de sa fille. « Il y a autre chose ici », dit Sophie, retirant un papier plié du journal. C'était un dessin fait par Hélène, une esquisse d'un bébé avec les mêmes yeux verts qui regardaient maintenant François. « Ta mère dessinait aussi bien que toi, Michel », commenta François, observant le garçon qui reproduisait maintenant le dessin d'Hélène dans son propre carnet. « Elle était professeure de littérature », expliqua Sophie à son amie. « Mais maman disait toujours que toute forme d'art est une façon de raconter des histoires. » Michel acquiesça, concentré sur son dessin. « C'est pour ça que j'aime dessiner. Chaque trait raconte un morceau de l'histoire. » Sophie feuilleta encore quelques pages du journal, jusqu'à s'arrêter sur une entrée qui fit s'écarquiller ses yeux. « Papa, écoute ça. Régine a trouvé les lettres que j'ai essayé d'envoyer à François. Sa réaction m'a effrayé. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une obsession malsaine. Elle a crié que je ne méritais pas d'être heureuse, que je ruinais sa vie en ayant cet enfant. » François sentit la colère monter à nouveau,
mais se maîtrisa en voyant le visage inquiet de Sophie. « Ta tante était malade, Sophie. Pas d'une maladie du corps, mais de l'âme. Comment quelqu'un peut-il devenir ainsi ?» demanda Michel, levant les yeux de son dessin. « Si empoisonné de l'intérieur. » « Parfois, répondit François avec précaution, les gens se perdent tellement dans leur propre amertume qu'ils oublient ce que c'est que d'aimer. Régine a passé tant de temps à envier le bonheur des autres qu'elle a oublié comment construire le sien. » Sophie ferma doucement le journal, ses doigts caressant la couverture usée. « Maman a écrit ici que, même dans les jours les plus difficiles, elle n'a jamais perdu espoir. Elle croyait qu'un jour la vérité éclaterait. » Et c'est arrivé, compléta Michel, montrant son dessin terminé. Une reproduction délicate de l'esquisse d'Hélène, mais avec un détail supplémentaire, le collier au pendentif bleu au cou du bébé. François contempla le dessin, ressentant une vague d'émotion. C'était plus qu'une simple illustration, c'était un témoignage de la façon dont le passé et le présent s'entrelaçaient, de la façon dont l'amour d'Hélène continuait à vivre à travers Sophie, et de la façon dont leur famille, bien que différente de ce que quiconque aurait pu imaginer, était enfin complète. « Vous savez quoi ?» dit Sophie, appuyant sa tête contre l'épaule de son père. « Je pense que maman avait raison sur tout, sur l'amour qui trouve son chemin, sur la vérité qui finit toujours par apparaître, et sur le fait que j'aurais besoin de sagesse pour comprendre tout cela. » François embrassa le sommet de la tête de sa fille, tandis que Michel ajoutait les derniers détails à son dessin. Dehors, la nuit avançait sur la ville, mais à l'intérieur de cet appartement, les mots d'Hélène illuminaient chaque coin, chaque cœur, chaque moment partagé. L'adaptation scolaire de Sophie et Michel progressait mieux que quiconque aurait pu l'espérer. Madame Laure était devenue une alliée importante, créant un environnement sécurisant où tous deux pouvaient s'épanouir sans crainte de jugement. Ce matin-là, elle avait convoqué François pour une réunion spéciale. « Vos enfants sont extraordinaires, monsieur Dupont », commença Laure, étalant quelques travaux sur son bureau. « Sophie a un talent particulier pour l'écriture, tout comme sa mère, d'après ce que j'ai entendu. Et Michel, eh bien, voyez par vous-même. » Elle montra une série d'illustrations que Michel avait réalisées pour un projet de littérature. C'étaient des interprétations visuelles de classiques pour enfants, mais avec une profondeur surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Et il y a plus », poursuivit l'enseignante, prenant un cahier. « Sophie a écrit ceci pour le projet de mémoire familiale. Je pense que vous devriez le lire. » François prit le cahier, reconnaissant immédiatement l'écriture soignée de sa fille. « Ma famille n'est pas comme les autres. Elle n'est pas née de façon traditionnelle, n'a pas suivi les chemins habituels. Ma famille est née d'une voiture en panne, d'un collier aux histoires cachées, de secrets devenus vérité. Elle est née de l'amour que ma mère a gardé dans des journaux, du cœur de mon père, qui n'a jamais cessé de chercher, et de l'amitié d'un garçon devenu mon frère, sans avoir besoin d'aucun papier pour le prouver. » Elle a obtenu la note. « Maximale, sourit Laure, mais plus important encore. Elle parvient à transformer son histoire en quelque chose de beau. » François acquiesça, ému. « Et Michel, il s'exprime à travers l'art d'une façon impressionnante. Je vais suggérer des cours supplémentaires de dessin. Il a le potentiel pour développer un talent vraiment spécial. » En sortant de l'école, François trouva les deux enfants assis dans la cour, Sophie lisant l'un des journaux d'Hélène, tandis que Michel dessinait. C'était une scène devenue habituelle. Les deux, toujours ensemble, se soutenant mutuellement dans leur parcours de « guérison, prêts à partir », appela-t-il. Sur le chemin du retour, Sophie ne cessait de parler du nouveau projet de l'école. Une foire au talent où chaque élève devait présenter quelque chose de spécial concernant sa famille. Michel va faire une exposition avec les dessins qu'il a réalisés d'après les journaux de maman, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Et moi, je vais lire quelques passages que j'ai choisis. C'est possible, papa ? François sourit dans le rétroviseur. Bien sûr, ta mère serait fière. Monsieur François, appela timidement Michel. L'assistante sociale a appelé aujourd'hui. Ils ont retrouvé ma tante. Un silence s'installa dans la voiture. La tante de Michel, sœur de sa mère, avait été localisée dans une autre ville. C'était sa seule parente vivante. « Elle veut me rencontrer », continua Michel d'une petite voix. « Mais je ne veux pas partir. » Sophie prit immédiatement la main de son amie. « Papa ?»
Michel, commença doucement François, personne ne te forcera à quoi que ce soit. Nous allons rencontrer ta tante, discuter avec elle. Mais tu fais déjà partie de notre famille, quoi qu'il arrive. C'est vrai ? Les yeux du garçon brillèrent d'espoir. C'est vrai, confirma François. D'ailleurs, qui illustrerait toutes les histoires des journaux d'Hélène si tu partais? Michel sourit, se détendant visiblement. Sophie serra sa main plus fort et François réalisa, une fois de plus, comment le destin avait des façons curieuses de construire des familles. La maison. Pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, François reçut un appel de Rousseau. « Régine veut vous parler », informa l'enquêteur. « Elle suit une thérapie psychologique et, bien, elle veut faire la paix. » François regarda Sophie, qui riait de quelque chose que Michel avait dessiné dans la marge de son cahier. Le pendentif bleu se balançait à son cou, captant la lumière de l'après-midi. « Dites-lui que ce n'est pas encore le moment, » répondit-il, « mais peut-être un jour, quand Sophie sera prête. » Après avoir raccroché, François rejoignit les enfants à table. Sophie lisait à haute voix un passage du journal où Hélène décrivait ses rêves pour l'avenir, tandis que Michel illustrait chaque mot avec ses traits délicats. « Papa », appela soudainement Sophie, « on peut faire quelque chose de spécial pour l'anniversaire de maman le mois prochain ?» François sentit son cœur se serrer. « À quoi penses-tu ?»« J'ai pensé à planter un jardin sur le balcon. Elle adorait les fleurs, tu sais. Il y a plein d'histoires dans les journaux sur le jardin qu'elle voulait avoir. »« C'est une excellente idée, » sourit François. « Nous pouvons choisir les fleurs ensemble. » « Et je peux dessiner le projet du jardin, » proposa Michel, saisissant déjà son carnet de dessin. François observa les deux enfants penchés sur le carnet, planifiant le jardin qui rendrait hommage à Hélène. C'était ainsi que la vie continuait, non pas en effaçant le passé, mais en construisant sur celui-ci, transformant la douleur en beauté, l'absence en présence, les souvenirs en jardin. Le jour de l'anniversaire d'Hélène se leva avec une lumière particulière. Sophie se réveilla tôt, avant même que le réveil ne sonne, et trouva François déjà sur le balcon, organisant les pots et les jeunes plants qu'ils avaient choisis ensemble la veille. « J'ai trouvé un autre passage dans les journaux, » dit-elle encore en pyjama tenant l'un des carnets d'Hélène, sur le jardin dont elle rêvait. François sourit, essuyant ses mains couvertes de terre. « Lis-le-moi. » Sophie s'assit sur l'une des chaises du balcon et ouvrit le journal. « Aujourd'hui, j'ai rêvé d'un jardin plein de couleurs. Des roses rouges comme l'amour que je ressens pour François, des marguerites blanches comme la pureté du sourire de mon bébé qui n'est pas encore né, des violettes comme le mystère de l'avenir qui nous attend. » Michel apparut à la porte du balcon, portant son carnet de dessin. Ces derniers jours, il avait travaillé en secret sur un projet spécial, une série d'illustrations du jardin imaginaire d'Hélène, basée sur les descriptions des journaux. « J'ai apporté le projet final, » annonça-t-il, montrant les pages soigneusement élaborées. Chaque fleur à la place qu'elle a décrite. François examina les dessins, impressionné par l'attention aux détails. Michel n'avait pas seulement créé un jardin, mais une histoire en couleurs et en formes, chaque plante représentant un moment, un souvenir, un sentiment. « On commence ?» demanda Sophie, prenant déjà l'un des plants de rose. « Maman disait toujours que les jardins sont meilleurs quand ils sont plantés avec amour. » Durant les heures qui suivirent, les trois travaillèrent en harmonie, transformant le balcon en un petit paradis fleuri. François creusait les trous dans les pots, Sophie plantait les jeunes pousses avec un soin presque révérentiel, et Michel organisait tout en suivant son projet artistique. « Regarde ce que j'ai apporté », dit François à un moment donné, sortant quelque chose de sa poche. C'était une petite plaque de métal délicatement gravée, « Jardin d'Hélène », où l'amour fleurit éternellement. Les yeux de Sophie s'emplirent de larmes en lisant l'inscription. « C'est parfait, papa. » Tout en travaillant, Sophie continuait à lire des passages des journaux, comme si Hélène était là, guidant chaque choix, chaque plantation. « Les fleurs sont comme les personnes, » lut-elle. « Elles ont besoin de soins, de patience et surtout d'amour pour grandir fortes et belles. Comme notre famille, » commenta doucement Michel, ajustant une violette dans son pot. Le soleil était déjà haut quand ils terminèrent. Le balcon s'était transformé en un véritable jardin suspendu, avec différentes fleurs créant une harmonie de couleurs et de parfums. Au centre,
La plaque brillait sous la lumière du jour et à côté, Michel avait placé l'un de ses dessins encadrés. Hélène, souriante au milieu des fleurs, avec le collier au pendentif bleu autour du « Il y a encore une chose », dit François, entrant dans l'appartement et revenant avec une petite boîte. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de ta mère. » Sophie ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait des graines de diverses fleurs, soigneusement conservées dans de petites enveloppes, chacune portant une annotation de la main d'Hélène. « Graines d'espoir », lut Sophie sur la première enveloppe. « À planter quand le cœur aura besoin de fleurir à nouveau. »« On peut en garder quelques-unes », suggéra Michel, « pour les planter à l'avenir, quand le jardin aura besoin de nouvelles fleurs. » François observa les enfants examiner les graines. Chaque enveloppe une promesse de continuité, de vie nouvelle. Le pendentif au cou de Sophie captait la lumière du soleil, projetant de petits reflets bleus sur les fleurs, fraîchement plantées. « Tu sais ce que j'ai aussi trouvé dans les journaux ?» dit Sophie, s'asseyant parmi les pots fleuris. « Maman a écrit que les jardins sont comme l'amour, même dans les saisons les plus difficiles. Si on en prend bien soin, ils refleurissent toujours. » Elle avait raison, répondit François, regardant sa famille improbable mais parfaitement unie. Comme toujours, Michel finit d'ajuster son dessin sur le mur du balcon et s'assit à côté de Sophie. « Maintenant, elle a son jardin, dit-il simplement. « Oui, sourit Sophie, touchant le pendentif. Et nous aussi. » La brise douce du matin balançait légèrement les fleurs, apportant leur doux parfum. D'une certaine façon, sur ce balcon transformé, tous pouvaient sentir la présence d'Hélène. Non pas comme une absence douloureuse, mais comme une force douce qui continuait à les guider à travers ces mots dans les journaux, à travers les fleurs qui grandissaient maintenant sous leur soin, à travers l'amour qu'elle avait planté dans leur cœur bien avant qu'aucune graine ne touche la terre. La tante de Michel arriva un jeudi pluvieux. Anne-Claire était une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux doux qui rappelaient ceux de son neveu. Elle attendait dans le salon de l'appartement, ses mains agitées témoignant de sa nervosité. « Il est dans sa chambre », expliqua François, après avoir servi un café. Sophie est avec lui, l'aidant à se préparer pour ce moment. Anne-Claire acquiesça, des larmes contenues dans ses yeux. « Je l'ai cherché pendant si longtemps. Après que ma sœur, qu'elle soit partie, j'ai complètement perdu le contact. Quand j'ai appris qu'il vivait dans les rues, sa voix faiblit, et François comprit parfaitement cette douleur, la même qu'il avait ressentie en découvrant Sophie. Dans la chambre, Michel ajustait nerveusement la chemise neuve que Sophie l'avait aidé à choisir. « Et si elle ne m'aime pas ?» chuchota-t-il à son ami. « Impossible, » répondit Sophie avec conviction, arrangeant son col pour la troisième fois. « Tu es la personne la plus gentille que je connaisse. De plus, elle sourit, elle est ta famille de sang, tout comme papa. »« C'est ma famille de sang. » Michel se regarda dans le miroir, voyant son reflet à côté de Sophie. Ces derniers mois, il avait changé. Pas seulement physiquement avec des vêtements neufs et une coupe de cheveux convenable, mais surtout dans son regard. La méfiance constante avait cédé la place à une sérénité que seul l'amour véritable peut apporter. « Tu resteras ma famille aussi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Toujours, » promit Sophie, tenant sa main. « Peu importe où tu vis ou avec qui, tu seras toujours mon frère. » Quand ils sortirent finalement de la chambre, la rencontre fut chargée d'émotions. Anne-Claire se leva en voyant Michel, ses mains couvrant sa bouche pour contenir un sanglot. « Tu ressembles tellement à ta mère », parvint-elle à dire. Michel resta immobile un moment, étudiant le visage de sa tante. Sophie, tenant toujours sa main, lui donna une petite pression encourageante. « Vous connaissiez bien ma mère ?» demanda-t-il timidement. « Oh mon chéri !» Anne-Claire sourit à travers les larmes. « J'ai tant d'histoires à te raconter sur elle. Tant de photos à te montrer. » François et Sophie observaient la scène avec un mélange de joie et d'appréhension. L'amour authentique d'Anne-Claire pour son neveu était évident, mais l'inquiétude dans les yeux de tous, concernant ce que cette rencontre signifierait pour l'avenir, l'était tout autant. « Je ne veux pas vous quitter, » dit soudainement Michel, regardant François et Sophie. « Vous êtes ma famille aussi. » Anne-Claire regarda François avec compréhension dans les yeux. « Et qui a dit que tu devais partir? J'habite à seulement 30 minutes d'ici. Nous pouvons construire quelque chose ensemble, si tu veux, une famille plus grande. » « Comme un jardin, » murmura Sophie, « qui grandit et s'étend, mais garde ses racines. »
François sourit à l'analogie de sa fille. « Qu'en penses-tu, Michel? Nous pouvons essayer de trouver un compromis. Tu peux passer du temps avec ta tante, connaître ton histoire, ta famille, mais sans perdre ce que nous avons construit ici. » Michel regarda chaque personne dans la pièce, sa tante avec ses yeux pleins d'amour et d'espoir, François avec son sourire encourageant, et Sophie, sa première et plus fidèle amie, tenant encore sa main. « J'aimerais ça, dit-il finalement, vous avoir tous. » Anne-Claire s'approcha lentement et avec une délicatesse infinie, serra son neveu dans ses bras pour la première fois. Sophie lâcha la main de son amie, lui permettant de rendre l'étreinte. « Tu sais, dit Anne-Claire, après « Maman, ta mère adorait l'art aussi. Elle peignait, j'ai gardé certains de ses tableaux. » Les yeux de Michel s'illuminèrent. « Vraiment, j'aime dessiner. »« Il est très talentueux, » intervint fièrement Sophie. « Tu veux voir les dessins qu'il a faits pour le jardin de ma mère ?» Anne-Claire accepta volontiers l'invitation, et bientôt tout le monde se retrouva sur le balcon. Michel montrant ses illustrations, tandis que les fleurs récemment plantées se balançaient doucement autour d'eux. François observait la scène, pensant à la façon dont la vie avait d'étranges façons de guérir d'anciennes blessures. Ils étaient tous là, sa fille, que le destin avait cachée pendant si longtemps, Michel, que le hasard avait amené dans leur vie, et maintenant Anne-Claire, apportant avec elle une pièce supplémentaire du puzzle que leurs vies étaient devenues. Sophie s'approcha de son père, appuyant sa tête contre son épaule. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. François embrassa le sommet de sa tête, observant comme le pendentif bleu brillait contre les fleurs du jardin. « C'est mieux que bien, » répondit-il. « C'est parfait. » L'auditorium de l'école était bondé pour la foire aux talents. Des panneaux colorés décorèrent les murs, exposant les travaux des élèves sur leurs histoires familiales. Dans le coin désigné pour Sophie et Michel, une exposition unique attirait l'attention de tous les visiteurs. Michel avait transformé les passages choisis des journaux d'Hélène en une série d'illustrations qui racontaient une histoire d'amour, de perte et de retrouvailles. Chaque dessin était accompagné de mots soigneusement sélectionnés par Sophie, créant une narration visuelle qui émouvait tous ceux qui s'arrêtaient pour observer. C'est incroyable, comme ils ont réussi à transformer une histoire si complexe en quelque chose de si beau, commenta Madame Laure debout à côté de François. Chaque dessin semble capturer exactement l'émotion des mots. François observait avec fierté Sophie et Michel, expliquant leur projet aux visiteurs. Anne-Claire était là aussi, ayant tenu à venir soutenir non seulement son neveu, mais aussi Sophie avec qui elle avait développé une relation affectueuse ces dernières semaines. « Et voici le collier », expliquait Sophie à un groupe de personnes touchant le pendentif à son cou. « Il est comme un personnage de notre histoire. C'est grâce à lui que j'ai retrouvé mon père. » Et ici, Michel pointait l'un de ses dessins les plus élaborés, c'est le moment où la voiture est tombée en panne dans cette rue. Vous voyez comment les nuages semblent former un chemin. C'est ainsi que j'ai imaginé le destin œuvrant ce jour-là. Une dame âgée essuyait ses yeux après avoir lu l'un des passages du journal. « Votre mère écrivait d'une façon si belle, » dit-elle à Sophie. « Et toi, ma chérie, tu as hérité non seulement de ses yeux, mais aussi de son don avec les mots. » Sophie sourit, ce sourire qui rappelait tant Hélène qu'il serrait le cœur de François. « Merci. Vous savez, maman disait toujours que les mots sont comme des graines. Ils peuvent créer des jardins entiers quand ils sont plantés avec amour. » François remarqua un mouvement à l'entrée de l'auditorium. Régine était là, debout discrètement au fond, observant tout à distance. Elle était différente, plus mince, sans le maquillage parfait de présentatrice de télévision, ses yeux portant un mélange de remords et de nostalgie. Sophie la vit aussi, et pendant un moment, tante et nièce se regardèrent à travers l'espace bondé. Régine fit un petit signe de tête, les yeux embués, mais ne s'approcha pas. Elle respectait l'espace dont sa nièce avait encore besoin. « Tout va bien ?» demanda doucement Michel à son ami, remarquant sa distraction. Sophie acquiesça, serrant instinctivement le pendentif. « Oui, maman a écrit dans ses journaux que parfois les gens doivent se perdre complètement pour retrouver le chemin vers eux-mêmes. » Le moment fut interrompu par l'annonce qu'il était temps pour la présentation spéciale de Sophie. François s'assit au premier rang, entre Anne-Claire et Madame Laure, son cœur battant d'émotion et de fierté. Sophie monta sur la petite scène,
le pendentif bleu brillant sous les lumières. Michel se positionna à ses côtés avec son carnet de dessin, prêt à illustrer en direct pendant qu'elle parlait. « Notre histoire, commença Sophie, sa voix claire et ferme, ne commence pas comme la plupart des histoires de famille. Elle ne commence pas par « il était une fois » ou par des dates sur des certificats. Notre histoire commence par l'amour, un amour si grand que même 12 ans de séparation n'ont pas réussi à l'effacer. » Pendant qu'elle parlait, Michel dessinait sur une grande feuille, ses traits rapides et précis donnant vie à ses mots. Le public écoutait dans un silence respectueux, captivé par la magie de cette narration unique. « Certains pourraient dire que nous avons perdu beaucoup de temps, » poursuivit Sophie. « Mais maman a écrit dans ses journaux que le temps n'est jamais vraiment perdu quand l'amour est impliqué. Il prend simplement des chemins différents, comme une rivière qui doit contourner des montagnes avant d'atteindre la mer. » François observait sa fille, si petite et pourtant si sage, transformant son histoire de douleur en un message d'espoir. Dans les derniers rangs, Régine écoutait en silence, des larmes coulant sur son visage. Et tout comme les fleurs de « notre jardin », Sophie fit un geste vers le dessin que Michel venait de terminer, montrant le balcon fleuri de l'appartement. Notre famille continue de grandir, de changer, de fleurir, parce que c'est ce que fait l'amour. Il transforme les lieux vides en jardins, les étrangers en famille, et les histoires tristes en récits de recommencement. Michel termina son dernier dessin, un portrait d'eux tous ensemble, avec le collier d'Hélène au centre, reliant passé et présent. Dans le dessin, les fleurs du jardin semblaient danser autour d'eux, créant un tableau de couleurs et d'émotions qui résumait parfaitement leur voyage. Mais le plus important, conclut Sophie, sa voix douce mais ferme, c'est que notre histoire est encore en train de s'écrire. Chaque jour est une nouvelle page, chaque sourire est une nouvelle fleur dans le jardin, chaque moment ensemble est une nouvelle chance de prouver que l'amour, quand il est véritable, trouve toujours son chemin. De retour à la maison, l'auditorium explosa en applaudissements. François ne pouvait contenir ses larmes et il n'était pas le seul. Anne-Claire sanglotait silencieusement à ses côtés, Madame Laure souriait à travers les larmes, et même Régine, toujours au fond de l'auditorium, semblait profondément touchée. Après la foire aux talents, tandis que les gens se dispersaient, Régine resta immobile près de la sortie, comme si ses pieds étaient cloués au sol. Sophie, après avoir rangé son matériel avec l'aide de Michel, remarqua la présence constante de sa tante. « Papa », appela-t-elle doucement, « je crois que je dois faire quelque chose. » François suivit le regard de sa fille et comprit immédiatement. « Tu es sûr ?» Sophie toucha le pendentif, un geste que tous reconnaissèrent maintenant comme son moment de puiser du courage. Maman a écrit dans ses journaux que le pardon ne consiste pas à oublier, mais à choisir d'avancer. Michel serra la main de son ami en soutien silencieux, et Sophie marcha vers sa tante. Régine semblait plus petite, plus fragile, si différente de la femme imposante qu'elle était autrefois. « Bonjour, tante Régine », dit simplement Sophie. Régine déglutit, ses mains tremblant légèrement. « Ta présentation était magnifique, Sophie. »« Merci. » Sophie hésita un moment avant de continuer. « J'ai trouvé des passages dans les journaux de maman, sur quand vous étiez petite. Elle a écrit que tu la protégeais des intimidateurs à l'école. » Régine laissa échapper un sanglot contenu. « J'étais différente avant de laisser l'amertume prendre le dessus. » Que s'est-il passé? La question de Sophie était sincère, sans accusation. « La jalousie, » répondit Régine avec une honnêteté crue, « de sa beauté, de l'amour qu'elle a trouvé, de la facilité avec laquelle les gens l'adoraient. J'ai laissé ce sentiment grandir jusqu'à ce qu'il me consume complètement. » Elle regarda le pendentif au cou de Sophie, jusqu'à ce que je devienne quelqu'un que je ne reconnaissais plus moi-même. Sophie resta silencieuse un moment, traitant les paroles de sa tante. François et Michel observaient à distance, prêts à intervenir si nécessaire, mais respectant ce moment important. « Tu sais, » dit finalement Sophie, « nous avons quelques graines en réserve, du jardin que nous avons planté pour maman. Elle a écrit que ce sont des graines d'espoir. » Régine regarda sa nièce, confuse par ce changement de sujet. « Peut-être, » poursuivit Sophie, « que tu pourrais venir un jour aider à en planter quelques-unes. Pas maintenant, mais quand tu seras prête, quand nous serons tous prêts. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Régine. «
J'aimerais beaucoup cela. Ce ne sera pas facile, avertit Sophie, avec une sagesse au-delà de ses années. Il y a beaucoup de choses à guérir encore. Mais maman a aussi écrit que les jardins ne poussent pas du jour au lendemain. Ils ont besoin de temps, de soins et de patience. Régine acquiesça, comprenant la métaphore. Tu lui ressembles tellement, pas seulement dans les yeux mais dans l'âme. C'est ce que papa dit toujours, sourit légèrement Sophie. Je dois y aller maintenant, mais peut-être pourrons-nous parler à nouveau un jour. J'attendrai, promit Régine, le temps qu'il faudra. Quand Sophie rejoignit son père et Michel, François la serra fort contre lui. Ta mère serait très fière de toi aujourd'hui, murmura-t-il. Je sais, répondit Sophie, appuyant sa tête contre la poitrine de son père. On peut la sentir ici, tu sais, dans le collier, dans les mots des journaux, dans les fleurs de notre jardin. Michel, qui avait fini de ranger son matériel de dessin, se joignit à l'étreinte. Anne-Claire s'approcha également, souriant au petit groupe. « Et si on prenait une glace pour célébrer ?» suggéra-t-elle. « Votre présentation mérite une célébration spéciale. » Tandis qu'ils sortèrent de l'école, Sophie jeta un dernier regard en arrière. Régine était toujours là, une figure solitaire mais différente, comme une fleur qui, après être restée longtemps fermée, commençait lentement à s'ouvrir à la lumière. « Tout va bien ?» demanda doucement Michel. Sophie sourit, tenant la main de son amie. « Oui, tu sais ce que j'ai aussi trouvé dans les journaux de maman. Elle a écrit que parfois les gens sont comme des fleurs fanées. Ils semblent sans vie, mais avec de l'amour et des soins, ils peuvent refleurir. » François, entendant la conversation, pensa à comment sa propre vie avait refleuri grâce à l'amour de sa fille. Dans le ciel, le soleil commençait à se coucher, peignant tout de teintes dorées qui faisaient briller le pendentif bleu comme une étoile au cou de Sophie. L'automne arriva, apportant une brise douce qui balançait les fleurs du jardin sur le balcon. 6 mois s'étaient écoulés depuis la foire aux talents, et beaucoup de choses avaient changé. Michel partageait maintenant son temps entre l'appartement de François et la maison d'Anne-Claire, créant une routine qui fonctionnait parfaitement pour tous. En cet après-midi spécial, Sophie était assise parmi les pots de fleurs, relisant l'un des derniers journaux d'Hélène qu'elle n'avait pas encore complètement exploré. Michel, qui passerait le week-end avec eux, dessinait dans son nouveau carnet de dessin professionnel, un cadeau d'Anne-Claire pour son anniversaire. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama soudain Sophie, faisant lever les yeux de François, de son ordinateur portable, où il travaillait sur son nouveau projet. Un livre basé sur leur histoire avec des illustrations de Michel. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il s'approchant. « Une lettre », répondit Sophie, tenant une enveloppe jaunie qui était cachée entre les pages. Elle m'est adressée, mais la date, papa, elle l'a écrite quelques jours avant de... Sa voix faiblit et François s'assit à ses côtés, entourant ses épaules d'un bras protecteur. Michel s'approcha également, s'asseyant de l'autre côté de Sophie. D'une main tremblante, Sophie ouvrit l'enveloppe. « Ma chère Sophie, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as retrouvé ton chemin vers la maison, vers ton père, vers ton histoire, vers ta vérité. Cela signifie que l'amour, comme je l'ai toujours cru, a trouvé un moyen de transcender toutes les barrières qu'on a essayé de dresser. Tu dois avoir tant de questions, tant de colère peut-être, tant de tristesse pour le temps perdu. Mais je veux que tu saches que chaque jour de ta vie, même ceux où je n'ai pas pu être physiquement présente, tu as été aimé. Aimé par moi qui te portais dans mon cœur à chaque instant et aimé par ton père, même s'il ignorait ton existence. Le collier que tu portes maintenant, oui, je sais qu'il est avec toi, parce que j'ai toujours su qu'un jour vous vous retrouveriez, et plus qu'un bijou. C'est un symbole de l'amour véritable que ton père et moi avons partagé, un amour si fort que même le temps et la distance n'ont pu l'effacer. Sophie, ma petite sage, ton nom n'a pas été choisi par hasard. Je savais que tu aurais besoin de sagesse pour naviguer dans les chemins compliqués que la vie te réservait. Mais je savais aussi que tu portais en toi la même force qui m'a fait continuer à lutter, même quand tout semblait perdu. Ne garde pas rancune envers ta tante. Régine, elle est perdue dans ses propres peurs et insécurités, mais je crois qu'un jour elle retrouvera son chemin vers la lumière. Le pardon, ma fille, n'est pas un cadeau que nous faisons aux autres. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Pour
Ton père, François, s'il lit ceci avec toi et quelque chose me dit que c'est le cas, je veux dire merci. Merci de n'avoir jamais laissé ton cœur se durcir complètement, d'avoir gardé vivante cette partie de toi qui croyait encore en l'amour. Merci d'avoir retrouvé notre fille et de lui donner l'amour dont j'ai toujours rêvé qu'elle aurait. Sophie, j'ai semé beaucoup de graines tout au long de ma vie, des graines d'amour, d'espoir, de pardon. Certaines ont mis plus de temps à germer, d'autres ont fleuri de façons inattendues. Mais la graine la plus précieuse que j'ai semée, c'est toi, ma fille. Et maintenant, en voyant à travers tes yeux, les mêmes yeux que ton père a tant aimés en moi, je sais que cette graine a trouvé le jardin parfait pour s'épanouir. Prends soin de ton père, prends soin de ton cœur, et souviens-toi toujours, le véritable amour est comme les fleurs les plus résistantes. Il peut sembler fané pendant l'hiver, mais quand le printemps arrive, il fleurit toujours à nouveau, avec tout mon amour pour toujours, maman. Le silence qui suivit la lecture ne fut troublé que par le doux bruissement des feuilles dansant dans la brise et par le sanglot, un contenu occasionnel de Sophie. François serrait sa fille dans ses bras, ses propres larmes coulant silencieusement, tandis que Michel commençait discrètement à dessiner, capturant ce moment d'émotion profonde dans ses traits délicats. Elle savait, murmura finalement Sophie. Elle a toujours su qu'un jour nous nous retrouverions. François embrassa le sommet de la tête de sa fille. Ta mère a toujours vu au-delà de ce que les autres pouvaient voir. C'était l'un de ses dons les plus spéciaux. Michel montra son dessin fraîchement terminé. Sophie et François enlacés parmi les fleurs, avec une figure éthérée d'Hélène planant au-dessus d'eux, son sourire doux et ternisé sur le papier. Le collier au cou de Sophie était particulièrement mis en valeur, brillant comme une petite étoile. « Je crois qu'elle est toujours là », dit doucement Michel. « Dans chaque fleur que nous plantons, dans chaque mot des journaux, dans chaque... Ce battement de ton cœur, Sophie. » Sophie toucha le pendentif bleu, un sourire naissant à travers les larmes. « Tu sais quoi? Je pense qu'il est temps de planter ces graines d'espoir qu'elle a gardées, y compris. » Qu'elle hésita un moment. « Y compris, je pense que nous pouvons inviter tante Régine à nous aider. » François regarda sa fille avec admiration. Dans des moments comme celui-ci, il voyait clairement la sagesse qu'Hélène avait mentionnée dans la lettre, une sagesse qui dépassait l'âge, née de l'amour et de la compréhension profonde du cœur humain. Un an après la panne de voiture dans cette rue oubliée, le balcon de l'appartement de François était méconnaissable. Le jardin avait grandi et s'était étendu, transformant l'espace en un véritable oasis urbain. Les fleurs d'Hélène s'épanouissaient dans toute leur gloire, leurs couleurs et leurs parfums, racontant des histoires d'amour, de pardon et de recommencement. C'était un dimanche spécial, le jour choisi pour planter les dernières graines qu'Hélène avait gardées. Sophie, portant une robe fleurie et l'inséparable collier avec le pendentif bleu, organisait les petites enveloppes de graines, chacune avec son propre message d'espoir écrit de la main de sa mère. Michel, qui partageait maintenant harmonieusement son temps entre deux maisons pleines d'amour, se préparait à documenter le moment avec ses dessins. Son talent s'était épanoui autant que le jardin. Ses illustrations décoraient désormais non seulement l'appartement, mais aussi la maison d'Anne-Claire et, étonnamment, un petit espace dans le salon de Régine. Anne-Claire arriva apportant des gâteaux faits maison, sa présence toujours bienvenue, ajoutant plus de chaleur à cette famille qui grandissait de façons inattendues. Et puis, à la surprise de beaucoup, mais pas de Sophie, Régine apparut portant un pot de violettes, les fleurs préférées d'Hélène. « Maman disait toujours que les violettes sont des fleurs de réconciliation », commenta doucement Sophie, aidant sa tante à trouver une place pour le pot. Régine, plus mince et assumant désormais ses cheveux gris, sourit timidement. La dernière année de thérapie et de réflexion avait apporté des changements profonds. « Ta mère connaissait toujours la signification de chaque fleur, » répondit-elle. C'était comme si elle pouvait lire le langage secret du jardin. François observait la scène, le cœur plein. Sa vie avait complètement changé depuis ce jour où sa voiture de luxe était tombée en panne. L'homme d'affaires concentré uniquement sur le succès et l'argent avait cédé la place à un homme qui avait trouvé sa véritable richesse dans l'amour de sa fille et dans la famille improbable qui s'était formée autour de lui. « On commence ?» appela Sophie, tenant la première enveloppe de graines. Tous se rassemblèrent autour des pots préparés.
Michel se positionna avec son carnet de dessin, prêt à capturer un autre moment précieux. Anne-Claire souriait, ses mains prêtes à aider, tandis que Régine se tenait légèrement en retrait, encore incertaine de sa place dans ce cercle d'amour. Cette enveloppe, expliqua Sophie, montrant la délicate calligraphie d'Hélène, dit « graine de pardon à planter quand le cœur est prêt à recommencer ». Elle regarda significativement « Régine, tante, je pense que tu devrais planter celle-ci ». Régine retint son souffle, des larmes brillant dans ses yeux. D'une main tremblante, elle accepta les graines offertes par Sophie. « Ta mère, dit-elle doucement en plantant, avait le don de voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne pouvaient pas le voir eux-mêmes. Comme tu le fais maintenant, Sophie, commenta François, fier. Une à une, les enveloppes furent ouvertes et les graines plantées. Chacune portait un message spécial d'Hélène. Graines de joie, graines d'espoir, graines d'amour renouvelées. Michel capturait chaque moment dans ses dessins, ses mains habiles traduisant les émotions en traits et en couleurs. Quand ils arrivèrent à la dernière enveloppe, Sophie fit une pause. « Celle-ci est spéciale, dit-elle. Maman a écrit « Graines du futur, à planter quand le passé ne fait plus autant mal et que demain semble prometteur. » Tous ensemble, comme une famille unie par des liens qui transcendaient le sang et le nom, ils plantèrent les dernières graines. Le soleil de l'après-midi baignait le balcon d'une lumière dorée, faisant briller le pendentif au cou de Sophie comme une petite étoile. « Tu sais, dit Sophie, regardant son jardin en croissance, je crois que j'ai enfin compris ce que maman voulait dire quand elle parlait de l'amour qui trouve son propre chemin. Parfois le chemin est tortueux, passe par des rues oubliées où des voitures tombent en panne, ou par des ruelles où des amis improbables se rencontrent, compléta Michel, souriant, ou par des moments de pardon et de guérison, ajouta doucement Régine. François serra sa fille contre lui, sentant le poids bienfaisant de l'accomplissement dans son cœur. Ta mère serait si fière de toi, Sophie, de nous tous. Sophie sourit, ce sourire qui ressemblait tant à celui d'Hélène qu'il serrait le cœur de tous d'émotion. Elle l'est, papa. Elle est ici dans chaque fleur que nous plantons, dans chaque histoire que nous racontons, dans chaque petit morceau d'amour que nous partageons. Le jour s'estompait doucement, peignant le ciel de couleurs qui semblaient sorties des dessins de Michel. Sur le balcon transformé en jardin, une famille improbable mais parfaitement unie célébrait non seulement la plantation de nouvelles graines, mais la récolte d'un amour qui avait trouvé son chemin à travers le temps, les mensonges et la distance. Et là, parmi les fleurs qui dansaient dans la brise douce, l'esprit d'Hélène souriait,